23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une ce soir, la deuxième édition du FICIA Expo, le salon international du commerce et de l'industrie d'Abidjan. L'événement a été officiellement ouvert ce jeudi. C'était en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Depuis le lundi 5 novembre dernier, une grève de la coordination des syndicats du secteur de la santé paralyse les établissements publics sanitaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. À cette deuxième journée de grève, le ministre de la Santé, Aka Awele, s'est rendu au centre hospitalier régional de Yamoussoukro pour faire le constat d'usage. Et puis les transferts d'élus indépendants d'un parti politique à un autre changent forcément les données après la proclamation des résultats des élections locales en Côte d'Ivoire ces dernières semaines. L'on assiste à la course aux élus indépendants dans les partis politiques, perçus donc comme un acte de trahison par les électeurs. Nous en parlons ce soir. Mais avant, je vous l'annonçais en titre, deuxième édition du FICIA Expo, Salon international du commerce et de l'industrie d'Abidjan. L'événement a été officiellement ouvert ce jeudi. C'était en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Viviane Aïma. La deuxième édition du Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan, le FICIA Expo, a ouvert ses portes ce jeudi 8 novembre sur le thème « Pour une Afrique forte et solidaire ». Ce rendez-vous du monde des affaires, qui a réussi dès sa première édition en 2017 à mobiliser le secteur privé ivoirien, mais aussi à capter l'intérêt des opérateurs économiques sur le continent africain et au-delà, compte pour cette deuxième édition, au nombre de ses invités d'honneur, la Fédération des opérateurs économiques du Grand Est de la France, la deuxième région de France, par son industrie. Des conférences, des ateliers sur des thématiques se rapportant à l'industrialisation en Afrique, la coopération nord-sud, l'agro-industrie, le e-commerce et aussi des rencontres B2B entre opérateurs économiques ivoiriens et opérateurs économiques du Grand Est de la France vont meubler ces 3 jours de forum. L'ouverture ce jeudi, placée sous la présidence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a été marquée par les interventions de la commissaire générale du forum, Yasmine Adjami, du président du comité scientifique, Gérard Amangoua, du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, parrain de l'événement, qui a saisi l'occasion pour présenter les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement. Investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir comme marché la CEDEAO, avec environ 350 millions de consommateurs et une classe moyenne émergente à travers un tarif extérieur commun. C'est également avoir la possibilité d'exporter ces produits directement vers les États-Unis, car notre pays est éligible à l'AGOA. C'est également la possibilité de commercer sans difficulté avec l'Union européenne par le biais des accords de partenariat économique qui lient notre pays. C'est également la possibilité de commercer avec les pays de l'Union africaine avec 1,2 milliard de consommateurs par le biais de la zone de libre-échange continentale qui est en train de se mettre en place. Je voudrais vous rappeler que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vient d'adopter la loi autorisant son Excellence, Monsieur le Président de la République, à ratifier l'accord portant sur la ZLECAf. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, pour sa part, s'est félicité de cette deuxième édition du FICIA. Il a visité l'exposition des stands avant de livrer ses impressions. Nous sommes heureux avec les ministres de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des PME, le ministre de la Ville, de participer à cette deuxième édition donc, du FICIA, qui montre la vivacité d'abord des opérateurs économiques ivoiriens, notamment dans le domaine de l'industrie, du commerce, mais aussi donc, le champ élargi des coopérations. Vous savez que la région du Grand Est de France est, disons que la région d'honneur à cette deuxième édition. Et j'ai le sentiment, pour ce que nous avons vu tout à l'heure,
que ces coopérations-là vont s'accélérer et s'accentuer. La Côte d'Ivoire doit devenir de plus en plus industrialisée comme pays. Et ces partenariats permettent d'avoir à la fois des apporteurs de technologie, mais aussi des apporteurs parfois de financement. Et qui doit permettre à notre pays donc d'aller de l'avant. Le FICIA deuxième édition a ainsi démarré ce jeudi pour prendre fin samedi. On reste avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a ouvert ce jeudi après-midi les assises du 3e Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA, thème retenu pour l'édition 2018, la transformation de l'anacarde, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine. Notez que malgré son statut de premier producteur et de premier exportateur mondial du cajou, le taux de transformation de la Côte d'Ivoire est en deçà des 10%. Il faut donc, selon les participants, trouver les voies et moyens pour booster le potentiel de transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, cela afin de créer des emplois pour les jeunes. Le CIA 2018, Salon des infrastructures d'Abidjan, a également ouvert ses portes aujourd'hui, l'utilisation des réseaux intelligents au cœur des échanges. C'est avec Francis Boifo qu'on en parle. 5000 visiteurs attendus pour cette 3e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan CIA, une centaine d'exposants dans 4 grands secteurs, les routes, les télécoms et TIC, les réseaux électriques, l'eau potable et l'assainissement. Thème principal, penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents. Intégrer les réseaux intelligents, rendus intelligents par nous-mêmes, parce qu'on l'a par des systèmes informatiques, par des capteurs et des processeurs, qui font que les réseaux s'autogèrent, permettent de gérer des flux beaucoup plus importants et donc de gérer plus facilement les cités. Planifions intelligemment la construction des réseaux de sorte à ne pas les démolir. L'aménagement du territoire consiste en un ensemble d'actions conduites par l'État, les collectivités territoriales et certains établissements publics afin de favoriser le développement des régions. Le gouvernement y travaille et les initiatives sont nombreuses. Le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un réseau haut débit en fibre optique, la modernisation de la cartographie et de l'information géographique, la pose de feux tricolores par-ci par-là, la gestion intelligente de l'eau, la SODECI, qui aujourd'hui arrive à détecter à l'avance et de façon automatique les fuites. Mais nous pouvons également mentionner la surveillance des réseaux haute tension par des drones, par la CIE. Le CIA 2018 est une plateforme permettant aux entreprises de présenter leur savoir-faire, intégrant les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons lancé un nouveau type de ciment qui permet, je dirais, l'optimisation du coût de la construction. Ce fabricant de briques pourrait utiliser moins de ciment pour la fabrication à des résistances égales avec d'autres produits. Nous avons le rôle de contractant général, donc nous avons avec nous besoin d'entreprises locales ou internationales qui apportent leur expertise technique dans des domaines très spécifiques. Et c'est fort vraiment de ces différents partenaires qu'on peut apporter des solutions clés en main. Au-delà des propositions techniques et scientifiques, ce salon a tout d'un forum économique et les PME, petites et moyennes entreprises, veulent en tirer profit. Nous travaillons de manière classique, mais nous avons besoin de cette nouvelle technologie pour pouvoir effectivement aller de l'avant, créer plus, pour être plus compétitif sur le marché international. Ouvert ce jeudi sur la route de l'aéroport dans la commune de Port-Boué, le Salon des infrastructures d'Abidjan referme ses portes le 10 novembre prochain avec des propositions au gouvernement pour gérer de façon efficace les infrastructures en intégrant les nouvelles technologies. On faisait le point avec Francis Boifo. La Côte d'Ivoire est également au rendez-vous de l'investissement à Johannesburg. La délégation ivoirienne conduite par la ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, y représente 3 projets, des projets qui symbolisent la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence et qui seront proposés aux investisseurs, cela en vue de leur financement. Envoyé spécial Jean-Louis Gbambou. La délégation ivoirienne tentera de séduire les investisseurs étrangers, d'abord avec le projet de l'aérocité d'Abidjan.
un projet de ville aéroportuaire à bâtir sur une superficie de 3700 hectares près de l'aéroport international d'Abidjan. Ensuite, le projet d'un nouvel aéroport à San Pedro et son aérocité qui transformeront la deuxième ville portuaire du pays en un véritable pôle économique et touristique. Et enfin, le projet de développement minier intégré de l'Ouest qui mise sur une liaison par chemin de fer de 500 km entre la ville de San Pedro et celle de Mans. À quoi s'ajoute la construction d'un terminal minéralier sur 20 hectares. Tous des projets, de grands projets, tous des projets structurants, tous des projets que l'État voudrait voir sortir pour pouvoir donc accélérer le volume des investissements et la marche donc vers l'émergence du pays. Des projets qui coûteront plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour leur réalisation. Des projets surtout attractifs qui épousent les 5 grandes priorités de développement en Afrique définies par la Banque africaine de développement. Nous attendons vraiment qu'à l'issue de ce que moi j'appellerais un roadshow, des investisseurs crédibles, des investisseurs solides, des investisseurs qui ont foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire puissent vraiment nous accompagner pour réaliser ces projets-là. La Côte d'Ivoire mise sur les réformes et l'assainissement de l'environnement des affaires pour convaincre les investisseurs. Des réformes qui ont permis au pays d'opérer un retour au premier plan et de retrouver un leadership dans la sous-région. Depuis le lundi 5 novembre, une grève de la coordination des syndicats du secteur de la santé paralyse les établissements publics sanitaires ici à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. À la deuxième journée de grève, le ministre Aka Awole, ministre de la Santé, s'est rendu au centre hospitalier régional de Yamoussoukro, cela pour faire le constat d'usage. Envoyé spécial Cheikh Kone. Il est 14h lorsque le cortège du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique arrive au centre hospitalier régional de Yamoussoukro. Aka Awole visite tour à tour les services des urgences, de la pédiatrie, du bloc opératoire et de la salle d'accouchement. L'objectif de cette mission terrain est de constater l'existence d'un service minimum. Nous sommes venus faire le constat. Il faut connaître la position des agents de ces CHR par rapport à la grève de la coordination santé qui est en cours. Je suis peiné par ce qui s'est passé ici et peut-être dans d'autres établissements sanitaires. Je suis venue faire échographie. Donc je suis venue à 8h, on me dit que le docteur n'est pas là, que de venir à 14h. Je suis arrivée aux environs de midi, je suis venue accompagner ma soeur qui est en travail. Et ils nous ont bien accueillis. Elle a accouché, on a atteint un peu pour rentrer à la maison. Ici, au centre hospitalier régional de Yamoussoukro, le taux de présence a connu une hausse à la deuxième journée de la grève. Il est passé de 42,17% à 50% de taux de présence. Un effort salué par le ministre qui a par ailleurs invité l'ensemble des grévistes à privilégier le dialogue. J'invite les responsables de la coordination santé d'avoir un peu d'amour pour les autres Ivoiriens. Même s'ils pensent qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas raison. Avoir un peu d'amour, d'avoir la crainte de Dieu pour permettre à d'autres aussi de vivre. Les malades qui sont là-bas, ils sont plus malheureux qu'eux. Eux, au moins, ils marchent. Eux, au moins, ils ont la santé. Je leur demande instamment, au nom du gouvernement, qui est prêt également à ouvrir le dialogue. C'est le lundi 5 novembre que la coordination des syndicats du secteur santé, Codi Santé, a lancé une grève de 5 jours sur l'ensemble du territoire national. Et le revendique la révalorisation de leur indice à 150 points, ainsi que l'intégration de 860 ex-déflatés comme fonctionnaires au secteur de santé. On se rend à présent au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à San Pedro, où un drame est survenu ce jeudi. Un pan de la dalle du préau du centre culturel de la ville s'est effondré. L'accident a causé 2 morts, 2 femmes. C'était aux environs de 15 heures, compte rendu de Sam Kona. Au lieu de rencontres et de joie, le centre culturel de San Pedro est devenu lieu de drame. 2 corps sous des décombres. Aux environs de 15 heures ce jeudi, un pan de la dalle du préau a cédé alors que 2 dames venues pour un rendez-vous étaient assises en dessous. J'étais assis pratiquement à 7 mètres de ces dames-là lorsque nous avons entendu un bruit subit, mais c'était un grand bruit. Alors on s'est rendu compte que c'est l'aile droite du préau qui s'est carrément effondrée, qui est véritablement constituée de béton.
Alors la première a été malheureusement sous la dalle. La seconde qui a voulu s'échapper, bien, elle a eu la dalle qui est donc tombée sur sa partie inférieure jusqu'au niveau des reins. Les policiers arrivés au secours ont pu retirer les 2 corps sous le béton à l'aide de 2 chariots élévateurs sous le regard du préfet des régions. Il y avait un recensement des déguerpis de Dalo de Bardo qui devait avoir lieu cet après-midi. Ils étaient conviés tous à la préfecture. Malheureusement, elles ont dû mal comprendre. Elles sont venues au centre culturel. Et là, il y a eu un pan du mur du centre culturel qui a cédé. Et les 2 sont restés sous les décombres. Malheureusement, les 2 sont décédés. Et nous sommes en train de faire mains et pieds pour rencontrer les parents. Déjà, nous apportons nos condoléances les plus attristées aux parents et à toute la population de San Pedro. Et déjà, je suis en train de voir avec les techniciens pour voir comment nous pourrons déjà, et parce qu'il faut descendre le second pan pour ne pas qu'on connaisse encore d'autres drames, parce que là, ça ne peut plus tenir. Une enquête a été ouverte. En attendant, l'accès au centre culturel est interdit jusqu'à nouvel ordre. Même les bureaux de la RTI qui se trouvent ont été fermés par mesure de prudence. Et on ouvre le dossier politique de ce soir. Les transferts d'élus indépendants d'un parti politique à un autre changent forcément les données après donc la proclamation des résultats d'élections locales en Côte d'Ivoire 100 ans. Eh bien, ces dernières semaines, on assiste à la course aux élus locaux indépendants dans les partis politiques. Et si l'adhésion massive de ces élus indépendants à un parti politique montre la force de persuasion de ces formations, elle est perçue tout simplement comme un acte de trahison pour les électeurs. C'est ce que nous dit Gabriel Zané qui signe le dossier politique de ce jeudi. Les élections locales terminées, c'est l'heure du bilan. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, le Front populaire ivoirien FPI, le PDCI-RHDP et les indépendants ont pu mesurer leur potentiel politique. Pour les élections régionales, sur un total de 30 conseils régionaux à pourvoir, le RHDP est en tête avec 18 conseils remportés. La mouvance présidentielle est suivie par le PDCI, victorieux dans 6 circonscriptions, puis des indépendants avec 3 conseils. Le PDCI RHDP et ses candidats hybrides obtiennent 2 conseils régionaux et le FPI s'en sort avec un seul conseil. Au niveau des municipales, 200 maires ont été élus. Avec 92 maires, le RHDP se taille la part du lion. Les indépendants arrivent en deuxième dans le classement avec 56 circonscriptions. Ils sont suivis par le PDCI avec 50 élus. Le FPI obtient 2 mairies. Des partis politiques se félicitent des prouesses accomplies. Ces résultats donnent une nette victoire au RHDP avec le ralliement bien sûr de certains indépendants. Le RHDP se félicite de ces résultats qui traduisent éloquemment l'adhésion des Ivoiriens et Ivoiriennes à ces valeurs d'union, de paix, de stabilité et à sa vision d'un développement partagé. On peut se demander légitimement ce qu'aurait été notre véritable score si nous nous étions engagés sur plus de fronts. Certainement que nos suffrages auraient été bien meilleurs. Mais la comptabilité ne s'arrête pas là. Cette cartographie politique post-électorale est fortement chamboulée ces dernières semaines. Les partis politiques se disputent les indépendants ou vice-versa. Les indépendants reviennent dans leur loge politique. Le fait de vouloir se présenter en indépendant, c'est qu'on veut prendre ses distances par rapport aux échiquiers politiques. Donc libre à chaque personne dans un système démocratique de le faire. Quand un candidat se propose indépendant, c'est parce que son parti n'a pas opté pour lui. Et lui, voulant le développement de son village ou bien de sa région, il est obligé de se présenter. Les indépendants, quand ils passent, ils sont élus, ils donnent leur voix à leur parti.
Ils ne fuient pas leur parti. Entre stratégie politique, les chiffres se recalculent. Ainsi, 26 élus locaux, dont 25 maires et un président de conseil régional élu indépendant se sont ralliés au RHDP, la coalition au pouvoir. Avec ces ralliements, le parti unifié obtient désormais 117 maires sur les 201 communes et 19 présidents de conseils régionaux sur 31 régions. Cette pratique politique de virement d'indépendants est diversement appréciée par les Ivoiriens. Quand on est indépendant, je pense qu'on est seul, on n'est pas solide. Or, appartenir à un parti politique, quand même, il y a une logique, il y a un fondement, il y a des racines, il y a des antécédents. Je pense que c'est bienvenu. Quand on a fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire, on a vu que les candidats indépendants ont vraiment relevé le défi, mais à ma grande surprise, ils sont ralliés. Je ne suis pas trop pour ça. Les candidats indépendants apportent un souffle nouveau. De nouveaux calculs. La mouvance présidentielle dirigée par Alassane Ouattara devance les autres formations politiques avec 136 élus locaux. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan obtiennent respectivement 52 et 3 élus locaux. Le PDCI et RHDP conservent ses 2 conseillers régionaux. De nouveaux résultats qui donnent une large victoire au RHDP et redessinent le paysage politique. Le ralliement d'indépendants n'est pas une chose nouvelle. Il date de 2001, soit 11 ans après l'avènement du multipartisme dans le pays en 90. Mais c'est cette année que le phénomène fait débat dans la classe politique. Ces ralliements se font à la face des électeurs. C'est en fonction de ce qu'elles ont dit à leurs électeurs. Ils ont eu leurs élections, leur vote. Se ranger d'un côté comme de l'autre, c'est comme s'il y avait une sorte de trahison. Ils ont vu en ces personnes-là des personnes comme eux, et non des politiciens. Et aujourd'hui, voir ces candidats indépendants se rallier, c'est selon moi un mécontentement de la population. La mouvance présidentielle s'apprête à accueillir sa 2e vague d'indépendants ralliés, la première ayant été comme une 2e victoire. Quant au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti n'a pas encore officialisé les indépendants affiliés. Le Front populaire ivoirien non plus. Mais toujours est-il que la bataille pour la trentaine d'élus d'indépendants restants est sans merci entre les formations politiques. Voilà, focus sur les ralliements après le scrutin du 13 octobre dernier. Dossier politique signé Gabriel Zani. À l'Assemblée nationale, l'adoption d'un projet de création du Conseil national des droits de l'homme fait l'actualité. Le projet a été présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Samson Kambilé, compte rendu Kolo Koulibaly. D'abord, 2 projets de loi de ratification adoptés par la Commission. Le premier porte sur la prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En dehors du président de cette institution, leur mandat a expiré depuis le 16 avril 2017. Avec ce projet de loi, il reste en fonction jusqu'au 31 décembre en attendant la nomination de nouveaux membres. Le deuxième texte présenté par Samson Kambilé modifie l'article 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Le recours aux fins de suspension à l'exécution provisoire a un effet suspensif à compter de la signification de la requête à l'intimé. Toutefois, le projet d'ordonnance précise que le caractère suspensif du recours n'a d'effet que si aucune mesure d'exécution n'est entamée par l'intimé au moment de la signification de la requête. Le troisième projet de loi porte sur la création du Conseil national des droits de l'homme. La dénomination actuelle est Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Ce conseil sera une autorité administrative indépendante, autonome financièrement et au pouvoir renforcé. Il érige la CNDH en une autorité administrative indépendante ayant une autonomie financière. Elle n'est plus soumise au contrôle a priori du contrôle budgétaire pour l'exécution de son budget. Elle ne sera désormais soumise au seul contrôle a posteriori de la Cour des comptes, le pouvoir de procéder de façon inopinée à la visite des lieux de détention afin de prévenir les actes de torture et de protéger les citoyens contre ceux-ci.
Avec cette nouvelle orientation, le Conseil national des droits de l'homme est désormais en conformité avec les principes de Paris. 126 milliards de francs CFA pour lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Les besoins du comité de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt ont été exprimés. C'était lors de la deuxième réunion du dit comité ce jeudi, ici même à Abidjan. À l'occasion, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a plaidé en faveur d'une mobilisation plus accrue des bailleurs de fonds. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. L'initiative Cacao et Forêt est un engagement actif entre les principaux pays producteurs et les entreprises chocolatières. Son objectif, restaurer les zones forestières par l'élimination de toute conversion supplémentaire de terre pour la production du cacao. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, de nombreux engagements pris dans le cadre de l'action commune connaissent un niveau de réalisation très avancé. Il s'agit notamment des engagements suivants. Arrêter de s'approvisionner en cacao provenant des parcs nationaux et réserves, et ce depuis le mois de janvier 2018. Actualiser les cartes du couvert forestier et de l'utilisation des terres pour les différentes forêts d'ici au mois de décembre 2018. Cet engagement sera tenu pour ce qui concerne les parcs nationaux et réserves. La cartographie de tous les parcs nationaux et réserves a été donc actualisée à l'exception du parc national du Mont Péco. En phase d'exécution également, le nouveau projet de code forestier, les outils de gouvernance et le contenu technique déjà élaboré. Le grand défi de l'initiative Cacao et Forêt reste maintenant la mobilisation du financement. La validation du budget constitue une étape majeure dans le processus de recherche et de mobilisation des ressources requises pour mettre en œuvre le plan d'action détaillé et entreprendre des actions concrètes sur le terrain. Ce budget en validation s'élève à 126 milliards de francs CFA. Le plan d'action, lui, prévoit entre autres la mise en place d'un système unifié de traçabilité du cacao ainsi que la création de zones d'agroforesterie. Pour l'heure, les 5 premières régions ivoiriennes devant bénéficier de l'initiative sont la Nawa, San Pedro, le Cavali, le Guémon et la Mé. On parle religion pour poursuivre et ce sera en images. Après la ville historique de Fès, les présidents et les membres des sessions des 32 pays africains de la Fondation Mohamed VI, des oulémas africains, se sont retrouvés à Marrakech. Cela à l'occasion du premier colloque scientifique international. Le thème retenu, le phénomène salafiste, indications et conséquences. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial, Pargasoro Okone. On parle à présent éliminatoire, CAN 2019. La Côte d'Ivoire joue son va-tout le 18 novembre prochain. Ce sera au stade du 28 septembre de Conakry, un match donc en face de la Guinée. Le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim a dévoilé sa liste de 23 joueurs. Le point avec Salif Ouattara. Face à la Guinée, qui aura le soutien de son 12e homme, au stade du 28 septembre de Conakry, les éléphants vont en mission kamikaze. Objectif pour le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim, ramener les 3 points décisifs pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour le réussir, le coach Kamara a placé sa confiance en 23 joueurs. Là, on va partir avec Sylvain Bogo, Dante El Hadj, Badra Ali pour les gardiens de but. Mamad Babakaïko, Serge Aurier, Ghislain Kona, Suleiman Doumbia, Eric Bailly, Wilfried Canon, Komara Cheikh, Bamé Jean-Philippe, Franck Kessier, Cheikh Doucouré, Sérédier, Séri Michael, Amban Vitorien, Yakou Meïté, Nicolas Pépé, Max Gradel, Zaha Wilfried, Roger Assalé, Koja Jonathan et Bayo Vakoum.
Les éléphants vont débuter leur stage de préparation le lundi 12 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Un regroupement qui prendra fin le vendredi 16 novembre avec le départ pour Conakry. Voilà, bon vent aux éléphants de Côte d'Ivoire et très bonne soirée à vous sur RTI 1.